André Jordan, je connais depuis un certain temps. Alors c'est intéressant parce que quand on essaie de savoir ce qui tu es, on découvre que tu es agrégé de biologie, que tu as développé des recherches épistémologiques et d'histoire de la biologie, que tu as... Alors j'aime bien les formules, mais il est vrai qu'il est français, mais c'est pas en France. Tu as été élu professeur extraordinaire à l'université de Genève. Tu as créé le laboratoire de didactique et épistémologie des sciences. Puis alors après, c'est là où j'aime bien, tu es devenu un professeur ordinaire. Non mais, j'aime pas, hein. Tu confirmeras. Tu es quand même professeur avec une chaire, etc. Et tu es le président de la section des sciences de l'éducation. Voilà. Tu as été, non mais c'est pour dire. J'aime bien le mot professeur extraordinaire d'un côté, et après professeur ordinaire. Je ne savais pas qu'en Suisse il y avait autant d'humour. Et tu as fondé les journées internationales sur la communication, l'éducation et la culture scientifique et industrielle. Tu confirmes, voilà. Par ailleurs, j'arrête parce que sinon on pourrait passer des minutes et des minutes. Tu as quand même pondu un nombre incalculable d'articles et de livres, plus d'une trentaine. Bref, je te remercie d'être là. Et là, cette fois-ci, sur les mêmes préoccupations, on aimerait bien avoir ton approche, on va dire, vue entre guillemets un peu plus de l'intérieur. Merci Marcel, merci pour votre invitation. Je me limiterai aujourd'hui à l'école et j'aborderai la question de façon très pragmatique, même si ça plombe un peu l'atmosphère. Et ensuite, je poserai les problèmes, je vous présenterai sur les problèmes, et dans la discussion, on parlera peut-être des solutions possibles. Bon, l'environnement, il est là, j'insiste pas. Les outils, ils sont dans la poche. À terme, on peut penser qu'ils seront dans les mains, sur les lunettes ou sur les murs, avec des ouïes culturelles. Mais quand on regarde nos écoles, nos classes, c'est encore ceci. Il ne faut pas plomber l'atmosphère, c'est encore ceci. Au mieux, on voit quelques appareils qui sont derrière le tableau noir, vous voyez, là-bas derrière, pour l'enseignant. Alors bien sûr, dans quelques endroits, on trouve quelques PC qui traînent au fond de la classe. Et puis, il y a bien sûr de plus en plus des tableaux interactifs, blancs interactifs, dont j'utilise à peu près 10% des potentialités. Comme j'ai l'occasion de voyager beaucoup à l'étranger, quand je regarde les autres classes, je m'aperçois que les élèves en permanence travaillent sur des tables, des cartables électroniques, ce qui n'est pas encore le cas de la France, malheureusement. À l'université, voilà mon amphi par exemple, tous les étudiants aujourd'hui prennent des notes avec des ordinateurs. En France, vous n'en voyez pas un seul encore, pour un roman. Ça commence dans vos amphis, bien sûr, parce qu'il y a des spécialistes. Mais pensez au tout venant. Là, je m'adresse à des spécialistes. Chez vous, c'est possible. Mais pour les autres, ce n'est pas le cas. C'est dans la réalité. Mes élèves en permanence travaillent avec des lieux précis ou avec leur propre matériel au niveau informatique. Bien sûr, l'informatique, vous le savez très bien, ça facilite la recherche documentaire en classe, ça permet de développer des wikis, ça permet de travailler sur l'écriture collaborative. De plus en plus, on l'utilise comme investigation sur le terrain. Il y a plein d'applications, vous les connaissez aussi, qui permettent d'agir sur le terrain, ou éventuellement de travailler en relation avec des musées, grâce au QR. Et on peut faire des choses intéressantes. Par exemple, moi je récupère beaucoup d'enfants en difficulté de lecture, à cause des livres gnangnang de lecture, en les faisant travailler avec un prompteur, par exemple. Je faisais ça il y a déjà 30 ans, je le fais maintenant plus avec l'informatique. C'est des possibilités qu'on peut faire. Bon, et puis bien sûr, il y a des spécialistes ici des classes tweet, qui sont aussi un moyen d'apprendre à écrire et à lire. Donc tout ça, ça existe, c'est vrai. Même dans certaines classes, avec des gens en difficulté, on utilise des enfants en difficulté pour aller former des personnes âgées, par exemple. Donc il y a plein d'expériences qui existent, mais elles restent très ponctuelles malgré tout. Et aujourd'hui, c'est la mode des classes inversées. On en parle de partout, alors que ça se faisait aussi depuis 30 ans. Avant, ça se faisait avec les polycopes et la vidéo. Maintenant, ça se fait plus facilement avec le numérique. À partir de là, ce qu'il faut voir, c'est que l'éducation, notamment en université, on lance les MOOC, mais là aussi, on aura une discussion pour se parler qu'il y a MOOC et MOOC. À partir de là, il y a des enjeux d'apprentissage qu'il faut poser, sur lesquels il faut être assez sensible pour pouvoir les dépasser. Premier problème que rencontrent nos élèves, nos étudiants, c'est la lecture rapide. Ils n'ont pas d'apprentissage lecture rapide. Donc ils perdent du temps à lire les documents.
Et en plus, ils sont face à une multitude de documents. Ils n'ont pas forcément les outils organisateurs, les concepts organisateurs, pour ne pas se perdre dans l'information. Donc là, c'est un débat qu'il faudra avoir. En attendant qu'on change les claviers, qui ne sont pas du tout ergonomiques, mais ça, c'est une autre question qu'on ne posera pas aujourd'hui. Autre problème pédagogique sur lequel il faudra insister, c'est la lecture en hypertexte. C'est pas évident. Très rapidement, des étudiants, des élèves se perdent. Ils ne savent plus où ils en sont dans l'hypertexte. Là aussi, il y a un apprentissage à faire, spécifique. Autre question sur laquelle il faut travailler, c'est la recherche documentaire. Très souvent encore, nos travaux, que ce soit à l'école ou à l'université, sont du copier-coller. Donc là, il y a tout un travail d'apprentissage à faire pour rechercher l'information, pour trouver les bons mots-clés, par exemple. Et c'est pas évident, c'est un apprentissage en soi. Pour ensuite, évidemment, éventuellement comprendre l'information, et puis ensuite pour prendre des notes. Tous les points que j'ai listés ici sont des points qui posent problème dans l'apprentissage. Autre gros problème sur lequel il faut insister, c'est la lecture critique, à commencer par l'apprentissage des images. Beaucoup d'images sont prises au premier degré par nos élèves et nos étudiants, par exemple. Et là, il y a tout un travail d'esprit critique, qui peut se faire autrement, mais qui est de plus en plus grave au niveau du numérique, sur apprendre à voir l'information, d'où elle vient, qui donne l'information, pourquoi on a l'information à ce moment-là, et derrière, quels sont les enjeux de l'information. Rien n'est évident à ce niveau-là. Et comme on disait avant, vu à la télé, donc c'est sûr parce qu'on a vu à la télé, aujourd'hui beaucoup de jeunes disent, c'est vu, je l'ai trouvé dans le numérique, donc c'est sûr. Non, c'est pas forcément sûr, ça peut être un contre-information, et là il y a tout un travail de lecture critique sur lequel il faudra débattre. Autre point important que j'ai évoqué, c'est la prise de notes. Même à l'université, nos étudiants ne savent pas prendre des notes. Alors que ce soit de façon classique avec un Word, ou de plus en plus avec des outils spécialement conçus pour la prise de notes. Surtout quand il faut structurer les notes, et ne pas s'y perdre. Là aussi, il existe tout un ensemble d'outils, jusqu'au Pellspreeze, qui permettent de structurer l'information. Mais encore, là, ce n'est pas quelque chose d'évident, sur lequel il faudra éventuellement discuter. Autre point très important à discuter aujourd'hui, puisque c'est possible grâce au numérique, c'est l'écriture collaborative. Aujourd'hui, on a des outils, des logiciels qui permettent de faciliter cette écriture. Mais là, je peux vous lister une série d'obstacles qu'on peut rencontrer avec les élèves et les étudiants, depuis la prise de notes, depuis l'écriture, jusqu'à la gestion des conflits, quand on n'est pas d'accord sur ce qu'il faut écrire. Bien sûr, l'éducation nationale veut faire entrer l'école dans le numérique. Il y a des conseils des ministres, il y a des directives, il y a des organisations qui se mettent en place là-dessus. On propose même des sites pour aider les enseignants à lui enseigner. Mais la question qui est derrière, c'est le renouvellement du métier. Et ça, ce n'est pas largement pris en compte, et c'est peu travaillé encore dans les nouvelles écoles de formation des enseignants. Et là, il y a toute une autre culture du métier qu'il faudra discuter et ensuite mettre en place, parce que le métier enseignant n'est plus le même qu'il était avant. Notamment, travailler sur l'investigation, travailler sur le travail, l'apprentissage collaboratif, travailler éventuellement sur l'apprentissage à distance. Tout ne va pas se faire en classe, on peut travailler aussi à distance. Ça fait 30 ans que je travaille là-dessus, mais il y a encore des points à avancer. Sur le fait que l'enseignant mettra en ligne de plus en plus du contenu, notamment par rapport aux classes inversées. Sur éventuellement la collaboration, la culture, à travailler ensemble entre plus enseignants pour pouvoir monter des cours un peu plus efficaces. Et la question la plus taboue encore, c'est la question d'évaluation. Pourquoi on ne profite pas de ces nouveaux outils pour travailler l'évaluation autrement que l'évaluation de bilan, c'est-à-dire prendre appui sur les erreurs pour pouvoir ensuite y remédier et ne plus faire des tests où on met une note et on passe à autre chose, mais plutôt se centrer sur les erreurs des élèves pour mettre en place des situations pour tenter d'y remédier et permettre à l'enfant éventuellement ou à l'étudiant de repasser son évaluation. Bon, il y a des choses qui existent, on pourra en parler aussi si vous voulez, mais c'est un point qui n'est pas partagé globalement. Ceci pose évidemment la question du métier d'enseignant, qui est tout à fait à repenser autrement, qui était un transmetteur
Ça a été évoqué tout à l'heure comme souvent médiateur, accompagnateur. Moi, je le vois plutôt comme un metteur en savoir, comme un metteur en scène des savoirs, si vous voulez. Et il y a des endroits où sa place est plus importante, c'est au niveau du désir d'apprendre, et éviter que le désir disparaisse, comme on le voit actuellement, de la maternelle à l'université. Donc comment travailler sa numérique, comment on peut faciliter ce désir en classe. Bien sûr, fabriquer l'environnement pour pouvoir interférer avec les conceptions des élèves pour pouvoir leur permettre d'apprendre, mais aussi en tant que repère pour amener les élèves à prendre du recul, y compris sur ces matériaux et ces environnements. Bien. À travers ça, évidemment, c'est l'établissement qui doit repenser. Alors, sans aller évidemment jusqu'à la destruction de l'école, mais il y a des points sur lesquels il faudra discuter, c'est son organisation, son emploi du temps, sa pédagogie et ses programmes. Et même penser cette architecture. Comment sortir des salles de classe pour introduire des lieux de numérique éventuellement, collectifs, ou éventuellement des studios que je proposais déjà il y a 20 ans, qu'on peut maintenant mettre en place sous un plan numérique. Derrière, évidemment, il y a comment sortir de cette gouvernance verticale. Alors, je vous ai mis la liste des ministres qui, depuis 50 ans, ont parlé d'informatique et aujourd'hui numérique. Certains apparaissent 2 fois parce qu'ils ont été ministres 2 fois. Voilà, vous y retrouvez pour les plus anciens ici. Voilà, bien. Mais c'est un des obstacles, un des blocages de l'école, le changement, c'est le fait que les choses descendent. D'où l'importance de rencontres comme celle-ci, où on peut éventuellement travailler à la base. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.